synergie associative pour un monde écologiquement vivable. C'est le thème retenu pour ce nouveau numéro de votre émission Écologie et Conscience. Bienvenue et notre invité spécial pour ce thème, qui va vous aider à vraiment comprendre ce thème retenu, est M. Jean-Claude Moncho, président du groupe GRECAF. Monsieur Jean-Claude, bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience. Et comme énoncé, le thème c'est la synergie associative pour un monde écologiquement vivable. Alors je vous attaque en même temps avec mes questions. Avec la dégradation du cadre de vie des êtres vivants, pensez-vous en votre qualité du nouveau président du réseau GRECAF qu'il est utile de vivre une synergie entre les associations du Togo, d'Afrique et du monde? Bonjour Madame Rolande. Bonjour chers amis qui nous faites l'honneur de nous écouter et qui pensaient que nous avons quelque chose à apporter en matière d'écologie. Le thème qui constitue le soubassement de votre questionnaire, il est grand. Il est très grand parce que quand nous parlons de synergie associative, on commence par la synergie qui est la mise ensemble des énergies, la mise en commun vers un but commun. Vous savez, le monde écologique ou le monde de ceux qui luttent en faveur de l'écologie aujourd'hui constitue une nébuleuse. Une nébuleuse qui a ses branches, qui a ses tendances, qui a ses mouvances diverses. Certains luttent parce que ça sent mauvais quelque part, d'autres luttent parce que ça intoxique quelque part, d'autres luttent parce qu'il ne pleut pas comme il faut, d'autres luttent parce que le désert avance, d'autres luttent parce que dans leur pays très industrialisé, on produit ce qui constitue une atteinte à la vie même de la terre, à la terre, aux eaux et tout cela. Les champs étant aussi diversifiés, diverses multidimensionnels, mettre en synergie tout cela constitue un grand défi. La question n'est pas de savoir si on peut mettre en synergie ou non. La question serait plutôt de savoir s'il est nécessaire de mettre en synergie ou non. Il est évident que l'union fait la force et que mise en synergie, nous constituerons une meilleure force pour la sauvegarde de notre environnement, pour sauver notre planète. Alors, si on comprend bien, c'est une nécessité, cette synergie entre les associations, écologiquement parlant. Et vous êtes à la tête d'un grand réseau. Et que peut espérer l'Afrique, les Caraïbes, de votre mandat à la tête de cet important réseau qui est GRECAF, dont vous portez la charge sur vos épaules? Vous aurez remarqué, dans la définition du GRECAF, c'est le groupe de réflexion des organisations écologiques des Caraïbes et d'Afrique francophone. Ce qui nous crée une avant-première liaison avec la francophonie, avec la coopération française, qui représente d'ailleurs un de nos plus grands partenaires dans ce que nous sommes en train de faire. Le mandat que j'aborde se placera en premier sur un rendez-vous important qui nous attend en décembre, la COP 21. Et vous savez que c'est en France que ça se passe. Nous, qui nous définissons dans une écologie, dans le cercle de la francophonie, en relation donc avec l'OIF, la coopération française et un certain nombre de partenaires, voudrions mettre en place, au cours de ce mandat-là, et nous avons déjà commencé par un premier appel la dernière fois, un Kimberley sur le bois africain et caraïbéen. C'est-à-dire que nous allons faire contrôler le bois au plan international comme exempt de toute souillure grave à l'environnement, de son exploitation à son exportation. Exactement comme le processus de Kimberley qui vérifie les diamants à travers le monde. Parce que la plus grosse perte écologique que subit l'Afrique subsaharienne ou les Caraïbes non encore industrialisées dans le modèle européen, c'est la désertification. Cet abattage excessif de nos bois qui conduit donc au changement de nos climats, qui conduit donc à l'absence de toute ceinture verte arrêtant les vents, qui conduit à la prolongation du Sahel vers les côtes et ainsi de suite, nous crée un climat que nos ancêtres n'avaient pas connu et qui nous met en danger, mais alors là, en réel danger.
que ce soit les vents qui peuvent renverser des immeubles, que ce soit le désert qui avance, que ce soit les pluies qui ne tombent plus et le prix du maïs qui se retrouve, le bol, comme vous le savez, à Lomé au-delà d'1 €, et ainsi de suite. Tout cela constitue des défis. Et en face de ces défis, nous avons une direction du GRECAF qui, durant ce mandat, va essayer de répondre à tout cela. Mais alors là, pas une réponse globale ou globalisée et lancée au pifomètre, mais une réponse du tac au tac, au point par point. Point 1, arborescence. Vous aurez remarqué, dans le siège du GRECAF, ça veut dire au Togo, où siège le GRECAF, il y a eu abattage d'arbres à un degré pas possible. Nous avons la chance qu'au début de ce mandat, nous avons à la tête de ce pays un président qui est écolo. Excusez-moi de vous dire un secret d'État des Togolais. Le président Faure Zonanya Singbi est très très écolo. Nous avons à la tête du gouvernement qui va bientôt sortir un premier ministre que vous le savez, un climatologue appliqué à l'environnement. Eh bien, nous avons déjà des atouts par rapport au programme que nous comptons déployer. Pour ce qui est du cadre du Togo, la lagune de Baie, la création de 5 villages écologiques par région donc économique du Togo. L'arborescence du Togo a raison d'au moins un arbre par Togolais sur tout ce mandat, par étape donc. La création de forêts-galeries, l'arborescence donc du canal d'équilibre sur la lagune de Baie. Tout cela constitue ce que nous avons en cours de décision pour la réalisation pour le Togo. Pour le reste, c'est-à-dire dans l'Afrique et dans les Caraïbes, nous allons faire ce que nous appelons une démultiplication de ce programme-là à l'échelle de tous les autres pays. Il va de soi qu'il y a des pays qui ont un couvert végétal plus grand que d'autres. Le couvert végétal zaïrois, ou plutôt congolais, RDC aujourd'hui, le couvert végétal gabonais n'a rien à voir avec le couvert végétal nigérien ou malien. Il y a des endroits qui ont besoin de ceintures vertes. Nous mobilisons les réseaux nationaux. Au Togo, c'est le Gro-Eto. Au Bénin, c'est le Gro-Eben. En Côte d'Ivoire, c'est le Gro-Ici. Nous mobilisons ces réseaux-là pour entrer dans la même synergie de ceinture verte au niveau où il y en a besoin, de réarborescence au niveau où il y en a besoin. Et donc, c'est en synergie avec tous ces réseaux nationaux, ou tous ces réseaux nationaux, je dois dire, que nous mettons en branle un plan pour les Caraïbes et l'Afrique francophone. Le programme que vous définissez pour votre mandat est vraiment colossal. On vous donne obligé des fleurs et du courage. Mais quelles sont vraiment vos impressions par rapport aux efforts, bien qu'avec beaucoup de difficultés, que déploient les associations de la société civile pour un monde écologiquement vivable? Comme je disais, juger c'est un bien grand mot. Je peux constater humblement avec vous que des efforts sont déployés. Ils ne sont pas des moindres. Comme d'habitude, pour ce monde que nous vivons, que vous connaissez bien, l'Afrique est quelque peu en retard. Et nous allons comprendre très vite pourquoi. Il n'existe pas dans notre système scolaire l'éveil à l'écologie. Quand vous arrivez en 2014, j'étais en Bavière, en Allemagne. Eh bien, dans les kindergarten, ils ont l'éveil à l'écologie. Le patron des forestiers de Bavière, Wolfgang, m'a amené dans un kindergarten où il faisait l'éveil à l'écologie, où ils apprenaient aux enfants l'importance des arbres. Ils apprenaient aux enfants l'importance des oiseaux et même des insectes. Chez nous, rien de tout ça n'est dit. On découvre les insectes en 5e. Dans le programme togolais, dans le programme africain général, les invertébrés, les insectes, il faut arriver en 5e, en biologie de 5e. On découvre le corps humain au CM2, on le reprend en 3e, on retrouve ça en terminale D, ainsi de suite. Il faudra, pour un éveil écologique réel,
former les enfants depuis le jardin d'enfants à ce que représente un arbre. Il commence son acquisition de connaissances avec des connaissances sur la nature, sur l'importance d'un arbre dans sa vie humaine à lui. Et à partir de ce moment-là, il engrange quelque chose qui nourrit sa réflexion et qui conduit sa réflexion dans le sens de la protection de cet arbre-là qu'il sait important pour sa vie à lui. Il sait qu'il se sauve en sauvant l'arbre. Et ça, il le sait depuis l'enfance. Ici où nous en avons le plus besoin, on le fait le moins, on le sait le moins. C'est ce qui constitue donc le fondamental de notre retard. La non-conscientisation à la chose. Il faut donc que les gens grandissent, arrivent à l'université, aillent faire des études pour se rendre compte que depuis leur enfance, ils avaient des comportements anti-écologiques. Et donc, nous arrivons à l'éveil écologique avec un retard, mais quand on voit avec, si on prend la formation qui est dispensée dans les kindergarten, comme je le disais tout de suite, comme Delta, par rapport au Delta, donc nous arrivons avec 20 ans de retard. Vous commencez à 4 ans, kindergarten, jardin d'enfants, vous avez fini à 24 ans, un master. Et c'est en ce moment-là que vous avez fini de prendre une conscience écologique. Là où le jeune allemand a commencé à 4 ans. La différence est là. La marge, vous voyez. Donc, il nous faut l'éveil écologique dès le clos d'enfant, comme nous disons. Quand on apprend un enfant à dessiner un arbre, il faut lui apprendre que l'arbre fait venir la pluie. Que la pluie fait pousser les champs, que les champs donnent le maïs, que le maïs vient au moulin, devient la farine avec laquelle maman prépare la pâte qu'il ira manger à midi. Quand l'enfant aura compris la corrélation qu'il y a entre la pâte qu'il ira manger à midi et le fait qu'un arbre doit survivre, il comprendra qu'il faut faire survivre un arbre. Et c'est lui qui, arrivé à la maison, dira à maman, « Maman, tu sais pourquoi nous mangeons la pâte? La tata nous a dit que nous mangeons la pâte grâce aux arbres. Parce que les arbres font venir la pluie fait pousser le maïs. Et quand nous avons du maïs, on a de la farine de maïs et nous pouvons manger de la pâte. » Quand l'enfant ramène cela de son clos d'enfant, de son jardin d'enfant, qu'il vienne dire ça à sa maman à midi, à table, il déclenche une révolution. L'enfant déclenche une révolution. Parce que quoi? Après le clos d'enfant, il ira au CP1, au CP2, où on lui apprendra qu'il ne faut pas trop détruire les arbres pour faire de la cuisine. Et il dira, maman, il faut préparer avec le gaz. Le gaz est moins cher que le charbon. Mais pour faire le charbon, on détruit les arbres. Et si on détruit les arbres, nous n'aurons plus de la pluie. Et si nous n'avons plus la pluie, on n'aura plus le maïs. Et maman, on aura faim. Donc, il faut préparer avec le gaz. C'est une deuxième révolution qu'il déclenche. Parce qu'il constitue les pouvoirs manifestes de transmission de l'information depuis la source d'émission à la source de réception obligatoire que sont les parents qui sont les utilitaires du bois, du charbon ou du gaz selon le choix qu'ils auront fait dans leur maison. Nous devons donc créer cette pouvoir de transmission de la pensée écologique à travers les plus innocents, mais les plus concernés. 50 ans, bientôt, j'aurai fait la moitié au moins, je serai parti. Dans 50 ans, je n'y serai plus. Mais si mon enfant, qui aujourd'hui a 7 ans, peut revenir et dire ça à la maison aujourd'hui, quand il aura 70 ans, il continuera à dire ça et ainsi, nous aurons sauvé la terre. Le siècle prochain, il sera écologique ou ne sera pas. Parce que si nous continuons les atteintes à l'environnement, à l'allure où ça va aujourd'hui, dans le modèle de développement que nous avons aujourd'hui, si nous continuons ces atteintes à l'environnement, nous aurons fini d'épuiser dame terre, nous aurons fini d'épuiser dame mer, nous aurons fini d'épuiser monsieur air
nous aurons rendu la vie invivable sur terre et nous serions arrivés au seuil de ce qui est supportable en matière de pollution pour nous-mêmes qui sommes les pollueurs. Nous avons une vie de quelqu'un qui est assis et qui scie la branche sur laquelle il est assis. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes peut-être les partants. Mais si nous considérons la terre comme l'héritage de nos ancêtres, au lieu de la considérer comme ce que nous ont prêté nos enfants, parce que nous devons partir et la leur laisser, nous avons problème. Et si nous ne pensons pas à ce que les Américains appelleraient notre legacy, qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Si nous ne considérons pas donc ce legacy que nous transmettrons, eh bien, c'est foutu d'avance. Nous aurions fait venir des gens dans un monde et nous aurions sacrifié avant de partir. Ça veut dire que nous aurions tellement pollué les choses que ceux que nous avons fait venir ne nous suivront pas. Ce sera après nous les débuts. Et ça, ce n'est ni au CPI, ni où que ce soit qu'on nous jugera pour ça, mais c'est l'extinction de la race elle-même qui sera notre jugement et notre punition. Franchement, votre développement est vraiment édifiant et c'est vraiment intéressant et merci beaucoup de passer dans cette émission. J'espère que vous serez toujours à notre écoute pour le reste. Je me dois, moi plutôt, de vous remercier, de donner donc au GOICAF un canal d'expression. Et nous au moins nous aurons averti. Et nous aurions la conscience dégagée, s'il y a un Dieu et qu'on doit se retrouver au paradis, de pouvoir dire, hey, grand barbu, s'il vous plaît, nous on n'a pas contribué à détruire votre œuvre, la terre. Nous on a averti, c'est les gens qui n'ont pas écouté. Et là-bas au moins, j'aurai bonne conscience. Je suis chrétien, catholique, et donc je crois au paradis et je crois au jugement dernier. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, prochaine émission. Rendez-vous sur les changements climatiques, la CPDN, COP21 Paris prochain, tout avec un invité surprise. Bye bye.